All right. Let's get it. This is suicide. Well, that's kind of our thing. I'm a superhero! Where's my dad? I'm gonna get you out of real life. I'm going to get you out of here alive. On a toute la section avec Harley Quinn, du coup on découvre le méchant du film, Silvio Luna, le grand dictateur, du coup, et donc, contrairement à plein de films, c'est pas non plus un méchant unidimensionnel, dans le sens où du coup, on te développe ce personnage avec cette relation amoureuse qu'il est en train d'avoir avec Harley Quinn, et donc au moins du coup ça fait que ce personnage a un minimum de personnalité par rapport à d'autres super vilains ou de gros méchants ou à de grands méchants dictateurs qu'on peut avoir dans les films. Mais bon, j'ai bien aimé la séquence, même si c'est pas mon personnage préféré, j'ai bien aimé cette séquence avec Harley Quinn où on est un peu dans sa tête, où on voit qu'elle vit un rêve de gosse avec les belles lueurs de soleil, cette imagerie orangère de paysages magnifiques, etc. Et avec une musique très forte, et puis on revient à la réalité, et la musique maintenant n'est plus extra-diégétique, mais intra-diégétique. Extra-diégétique, c'est quand la musique ne fait pas partie du film. Intra, c'est quand elle fait partie du film, en gros. Et donc, quand t'as la musique en quand t'as la musique fort, en parfaite, avec le son qui est parfaitement là, ben, c'est intra, du coup. Et quand tu vois que la musique fait partie du film, c'est-à-dire la musique qui vient d'une radio qui est à côté dans le décor, ben, c'est vrai que ça veut dire que c'est intra-diégétique, du coup. Et donc, j'aime bien, et c'est quelque chose qu'il fait très souvent dans le film, James Gunn. C'est que t'as la musique extra-diégétique et dès qu'il nous fait revenir dans la réalité, entre guillemets, eh bien la musique devient intra-diégétique, on l'entend beaucoup moins fort. Et donc j'aime bien cette utilisation qu'il a pendant tout le film de cet aspect-là, qui marche assez bien également. Donc ça c'était plutôt cool, et donc oui, le personnage fait pas long feu, même si le personnage de Silvio Luna, avec le personnage du coup de Matteo Suarez joué par Joaquin Cosio, qui jouait qui jouait Don Neto dans Narcos Mexico, donc c'était cool d'avoir cet acteur là dans le film, du coup, vu que j'aime bien Narcos Mexico. Pour moi, ils se sont plus ou moins une adaptation du président Marlowe, qui est du coup le méchant dictateur que la Suicide Squad doit battre dans le comics Trial by Fire, qui est le dictateur qui possède Jotunheim. Donc là, on a changé avec Matteo Suarez et Silvio Luna, mais c'est plus ou moins une adaptation. Ces deux personnages sont plus ou moins une adaptation de ce personnage-là, du coup. Voilà. Pour ce côté-là. Et donc voilà, le personnage se fait tuer assez rapidement. Et ça, c'est l'un des rares moments qui était inattendu pour moi, vu que je m'attendais pas à ce qu'il meure. Dans le sens où dans la promo, il a quand même été vendu comme le méchant du film, un peu. Mais voilà, sa mort était surprenante, ça marchait plutôt bien quand même, du coup. Et j'ai bien aimé ce côté-là. Ensuite, on découvre tous les bails avec Polka Dot. On découvre ensuite la backstory de Polka Dot Man. Et en termes de mise en scène, c'est très bien fait, le délire de la mère. Le fait que l'actrice, elle a dû tellement se faire chier à jouer, parce qu'elle a dû jouer des 500 versions d'elle-même, du coup, en fond vert. Mais du coup, j'adore les séquences où Polka Dot Man voit sa mère partout, c'est giga fun. C'est giga fun, c'est giga bien fait, et c'est une blague qui marche très très bien pour le coup, où du coup on découvre sa backstory. Donc en termes de mise en scène, tout le délire avec la mer, ça marche très très bien. Quand on voit la mer géante en mode Starro, etc., c'est assez marrant pour le coup. Et j'aime bien aussi le côté un peu horrifique où t'as Milton, on t'introduit le personnage de Milton, et il voit la Suicide Squad buter tout le monde autour du camion. Du coup on est plus ou moins, du coup on est dans un espèce de, on est dans une mise en scène un peu huis clos. On est du point de vue de Milton qui voit la Suicide Squad d'un point de vue extrêmement cruel, où il voit King Shark dévorer des gens, etc. Donc j'aime bien cette petite séquence un peu en huis clos où Milton est en panique, ça c'était assez marrant également. Et donc la Suicide Squad vont donc aller chercher le Thinker dans un bar, du coup. Et donc on découvre également la backstory de Ratcatcher, avec encore une fois une très bonne mise en scène, où du coup on a le droit au flashback de son enfance, du coup sur les vitres du van. Donc ça marche très bien. Également en termes de mise en scène, c'est très bien trouvé également. Donc oui, il y a plein d'idées un peu partout dans le film, comme je l'ai dit.
comme j'avais dit. Ensuite, on a également Amanda Waller, il y a également Amanda Waller qui joue du golf et qui dit qu'elle doit faire du golf avec le sénateur Cray. Et le sénateur Cray dans les comics, c'est l'un des grands ennemis de la Suicide Squad, parce que c'est un sénateur un peu corrompu qui est devenu un ennemi de la Suicide Squad. Et c'est également et il me semble que c'est le méchant d'un épisode de Arrow, du coup. Dans un épisode de Arrow, il était le grand méchant, parce que c'était un épisode centré sur la Suicide Squad, justement, du coup. Donc voilà, le sénateur Cray, petite référence sympathique pour les fans de comics, du coup. Et donc tu as ce moment un peu de détente et d'émotion, tu as Suicide Squad qui sont dans ce bar, qui font leur vie, qui s'amusent, on voit Paul Keaton danser avec sa mère partout, avec des petits plans circulaires qui marchent bien, etc. J'aime beaucoup la musique dans la scène du bar, la musique est très très cool pour le coup. Et du coup, il kidnappe le Thinker, et ensuite on a tout ce moment où il y a la petite scène du camion qui est plutôt sympathique également, qui est incroyable. Non, qui est pas incroyable mais qui est très sympathique également, la petite séquence du camion du coup. Ensuite, ils vont aller chercher Harley Quinn, et donc là on a cette scène d'action avec Harley Quinn qui marche très très bien également. Vraiment, déjà j'ai bien aimé la séquence de torture, vu que c'est un peu ce qu'on a dans Birds of Prey, mais du point de vue des autres personnages en fait. Vu que quand Harley Quinn se faisait torturer par Black Mask dans Birds of Prey, on voyait que dans sa tête, en fait, elle s'imaginait en Marilyn Monroe, elle chantait, c'est comme ça en fait qu'elle s'émancipait de sa torture. Et du coup, dans le film, on la voit se faire torturer, on la voit chanter. Du coup, on imagine que dans sa tête, elle se réimagine en Marilyn Monroe, du coup. Donc j'aime bien ce côté-là, ce côté de le fait qu'on revient un peu ce moment-là, mais d'un autre point de vue, du coup, dans le film. Parce qu'on sait que James Gunn a lu le script de Birds of Prey quand même pour ce film-là, vu qu'on continue l'arc qu'avait Harley Quinn depuis Suicide Squad et Birds of Prey. Et donc cette scène d'action est très très cool, avec encore une fois des plans circulaires qui marchent bien. Et le fait qu'on soit totalement dans sa tête, on voit plein de paillettes, plein de fleurs sortir du cadavre des gens, des oiseaux en animation, etc. Même des oiseaux qui se cachent d'elle, qui ont peur d'elle, etc. Tout ça est dans sa tête, et même quand elle sort du bâtiment, tu peux voir l'animation continuer derrière. Donc ça, c'est assez bien trouvé pour le coup. Et donc ça, en termes de mise en scène, c'est assez bien trouvé pour le coup. Et t'as aussi ce petit moment où tu as Harley Quinn avec les oiseaux qui volent, les oiseaux qui volent, et donc ça c'est un plan des comics d'ailleurs, ce moment-là avec les oiseaux qui volent autour d'elle d'ailleurs. Donc ça c'est un petit hommage aux comics assez sympa, comme d'ailleurs King Shark qui lit un livre à l'envers au début du film, vu qu'il y a un plan des comics assez connu où tu vois King Shark lire un livre, donc c'est plutôt cool de retrouver ce plan-là dans le film également, en référence aux comics. Du coup, et t'as aussi Rick Flag qui a son t-shirt jaune des comics, et tu vois qu'il a une mascotte appartenant à Warner Bros sur son t-shirt. C'est une mascotte que James Gunn a inventée spécialement pour Warner du coup. Et donc c'est écrit que les mauvaises conséquences peuvent être des opportunités. Ce qui est une référence à ce qu'il a vécu avec Disney, vu qu'il a été viré par Disney, mais ça lui a permis de faire Suicide Squad, qui est le meilleur tournage qu'il ait eu de sa vie. Donc c'est un peu c'est un peu la signification de ce qui est écrit là-dessus, sur le t-shirt de Rick Flag du coup. Et puis il y a également plein de thématiques dans le film. Déjà il y a la thématique du contrôle, bien sûr, vu que la Suicide Squad sont contrôlés par Amanda Waller, ils sont obligés d'obéir à Amanda Waller. Et justement à la fin du film, ils sont hors de son contrôle à la fin du film. Starro a été emprisonné et contrôlé pendant 30 ans par le Thinker. Et à la fin, le Starro emprisonne des gens. Le pouvoir de Starro est de contrôler des gens. Les méchants du film sont des dictateurs qui contrôlent du coup la société de Corto Maltese. Harley Quinn est sur le point de se faire encore contrôler par un homme, mais quand elle le tue, elle se retrouve hors de son contrôle. Et Ratcatcher contrôle également des rats, même si elle ne les force pas. Elle force pas les rats à la suivre, elle les convainc. Du coup, les rats sont pas vraiment contrôlés, mais ils sont quand même plus ou moins contrôlés. Donc on a toute cette thématique du contrôle qui marche très très bien dans le film. On a aussi la thématique de la liberté, avec cet oiseau que Savant tue, et cet oiseau qui mange Savante. Et tu as ces oiseaux qui sont avec Harley Quinn, et les oiseaux symbolisent la liberté justement. Et du coup, tu as ces oiseaux du coup qui sont privés de liberté quand tu as le dictateur qui brûle les oiseaux vivants dans le film également. Donc il y a aussi tout ce symbole de la liberté qui correspond également à la Suicide Squad, qui à la fin du film retrouvent leur liberté du coup quand ils réussissent à faire leur deal avec Waller du coup. Donc c'est surtout ça les deux grosses thématiques du film, en dehors également de la grosse symbolique, du gros symbole américain également. Et donc c'est là que le troisième acte va commencer, et là tu as une facilité scénaristique, tu as la pluie qui arrive comme ça. J'aime bien le design qu'ils ont fait avec la pluie, le fait que la pluie couvre tout de blanc, et du coup ça fait presque casse de comics où on peut voir les silhouettes sortir de ce fond blanc total. Mais c'est vrai que t'as la pluie qui débarque pile poil quand les héros ont besoin de la pluie pour massacrer tout le monde, et puis la pluie n'est plus là.
Genre la pluie, j'ai trouvé ça dommage que dans ce scénario qui est plutôt bien écrit, qu'on ait la pluie qui soit une grosse facilité scénaristique. Donc j'étais assez déçu en ce qui concerne ce petit moment de pluie, même si la fight est cool, la pluie c'est une grosse facilité scénaristique quoi. On va poser les bombes à Jotunheim, etc. On voit Starro avec une musique très creepy et j'ai adoré la mise en scène vraiment horrifique qu'ils ont fait de Starro à ce moment-là. Et puis il y a Starro qui est libéré, et puis on a un fight entre Rick Flag et Peacemaker qui est très bien faite visuellement dans le sens où tu as toute la fight qui est filmée pas tout mais le début hein, qui est filmé du point de vue du casque de Peacemaker. Donc il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi tous les zooms des personnages. Quand des personnages découvrent des choses, quand ils sont surpris, mais il y a un gros zoom sur leur visage également, c'est quelque chose qui fait très Tarantino également. Donc ce côté mise en scène des années 60. Donc ouais, il y a Rick Flag qui se fait tuer et c'est vraiment cette séquence là qui marche très bien vu que ça représente un peu l'aspect américain du film, vu que la Suicide Squad, oui c'est un concept assez kitsch, où il y a des méchants qui font des missions, etc. Mais la Suicide Squad c'est aussi un comics qui est très... Qui parle beaucoup de l'Amérique également, du coup on découvre dans ce film, du coup comme dans les comics plus ou moins, que du coup en fait Amanda Waller n'engage pas la Suicide Squad pour sauver le monde de Starro, ils engagent la Suicide Squad pour supprimer des dossiers qui peuvent mettre la réputation des États-Unis en état de nuire. Ce qui veut dire que Amanda Waller n'en a rien à foutre de laisser des innocents mourir et que la seule mission qu'ils avaient c'était de détruire tout ce qui était en lien avec l'implication des États-Unis sur Starro. Du coup, j'ai vraiment bien aimé ce développement là, même si c'était assez prévisible également encore une fois. Le fait que tout est à cause depuis le début tout est à cause des Américains, qu'en fait la Suicide Squad depuis le début ils sont pas là pour sauver le monde, ils sont là pour sauver l'Amérique. Ils sont là pour cacher les conneries des États-Unis du coup. Donc ça marche très très bien. Même si on est quand même dans un film sur des méchants quand même, vu que du coup Bloodsport ne dévoile pas son monde entier à la fin, mais menace Amanda Waller de le dévoiler pour les laisser tranquilles. Et du coup la rivalité entre Peacemaker et Rick Flag est très bien trouvée, vu que Peacemaker, comme il le dit, si on dévoile ça au monde, eh bien il peut avoir des guerres, et Peacemaker lui veut la paix, mais Rick Flag lui ne veut pas être un pigeon de Waller, il veut pas être un pigeon de son pays, et donc il veut tout dévoiler aux Américains du coup. Et Rick Flag c'est un peu le personnage patriote, vu que il y a Flag dans son nom, drapeau, et c'est un peu l'américain quoi, c'est le soldat américain. Donc il y a aussi la thématique de l'Amérique qui marche très très bien. C'est des thématiques qui ne sont pas développées d'ouf, mais c'est des thématiques qui sont développées de manière simple et efficace. Et voilà, comme je vous le dis, c'est pas juste un film con avec des concepts kitsch, c'est aussi un film qui est très bien réfléchi sur les thématiques qu'il apporte quand même dans le film. Donc ça marche bien. Et donc voilà, Rick Flag meurt. Et là t'as toute la blague avec Milton également, qui est pas ouf. Avec Milton qui meurt et il y a des gens qui savent plus qui c'était Milton, ça c'était pas ouf comme truc. J'ai bien aimé la séquence où t'as Jotunheim qui s'écrase et ça fait une grosse séquence où la Suicide Squad essaye de survivre. C'était assez cool. Et puis on termine avec le petit moment western du coup où t'as Bloodsport et Peacemaker sont sur le point de se tirer dessus du coup. Donc ça c'était un peu la petite séquence un peu western qui fonctionnait bien du film également. Et donc là tu as le combat final en mode kaiju du coup, avec du coup Starro géant qui arrive. Et donc le final est plutôt cool, comme on l'a dit. Et donc le final est plutôt cool, avec du coup la Suicide Squad qui s'émancipe de Waller et donc qui bat Ratcatcher, même si j'ai trouvé malheureusement que la mort de Paul Cotton était une grosse facilité scénaristique, vu que le gars était clairement sur le point de buter Starro, mais du coup il se fait buter du coup. C'est assez dommage, même si ça reste logique, vu que Starro a bien remarqué que lui il pouvait le buter, donc il le bute quoi. Mais bref. Et donc avec ce moment très poétique sur les rats, le fait qu'on réussit à te faire kiffer des rats dans ce film, et j'ai bien aimé la mise en scène, vu que du coup la chanson de la fin où Starro se fait battre s'appelle Ratism, donc ratem comme baptême du coup, et on voit du coup Bloodsport être entouré de rats comme s'il était baptisé par les rats, vu que pendant tout le film on lui développe une phobie des rats, donc en termes de mise en scène ça marche également très bien, et donc Starro est battu, et donc Starro meurt, et donc c'est la fin du film, et donc j'aime bien, et donc le film termine de manière assez cool. Et voilà, c'était un très bon film avec du coup la scène post-générique un peu drôle de Weasel auquel on a déjà parlé, et la scène post-générique sur Peacemaker qui tease de sa série, on en parlera dans la partie Peacemaker. Et donc il y a aussi quelques caméos sympathiques. On a Pomme Clémentieff qui joue Mantis d'un Galaxy, qui fait un caméo en tant que danseuse dans le bar, et on a aussi l'acteur Lloyd Kaufman qui est un peu le mentor de James Gunn, qui fait aussi un caméo dans ce bar là. On a l'actrice Michaela Hoover qui est l'une des meilleures potes de James Gunn, qui fait un caméo en tant que bras droit des dictateurs également. Donc il y a tous les copains de James Gunn dans ce film, c'est vraiment le film où il a mis tous ses potes. C'est dommage qu'il ait pas pu mettre son autre pote Michael Rosenbaum, qui est le gars qui joue Lex Luthor dans Smallville, vu qu'il avait
Vu qu'il devait avoir une opération, du coup il pouvait pas venir au tournage, mais je suis sûr qu'il reviendra dans la suite du film s'il le peut du coup. Donc voilà pour la partie histoire, référence, mise en scène, musique. Comme je l'ai déjà dit, en général c'est plutôt bien fait, et donc maintenant on va passer dans la partie personnage.